chose promise, chose due, voici notre bonus. Bonus lié à l'épisode 207 et à cette fameuse keynote Apple de la semaine. On ne s'est pas trop étendu, en tout cas on n'a parlé que des faits dans l'épisode 207, mais l'un et l'autre, ou l'autre, avaient quelques commentaires à faire par rapport aux différentes annonces que vous avez peut-être pu entendre ou dont vous nous avez entendu parler dans l'épisode 207 justement. Donc voilà, c'est l'occasion de ce petit bonus qui sera pas très très long, mais qui voilà, on peut parler de ces différentes annonces avec Benoît d'un côté, Bruno de l'autre, qui ont tous deux suivi cette très longue keynote, quasiment 2 heures si je ne dis pas de bêtises, dont un gros 3/4 d'heure consacré à Apple TV+. Alors je ne sais pas qui veut commencer, ouvrir le feu et sur quel service, parce qu'il y en a eu comme plusieurs, hormis celui-là. Qui commence? Benoît peut-être, puisqu'il n'avait rien dit pendant l'épisode. Allons-y. Tu veux qu'on commence sur l'Apple TV+? Si tu veux. Bon, je pense que c'était attendu comme service. Ça fait quand même un moment qu'on voit bien que les différents acteurs de la... Parce qu'en fait, Apple est acteur de la vidéo depuis pas mal de temps, avec iTunes, les ventes de films depuis quand même longtemps. Et on voit bien, on l'a vu avec Amazon qui a lancé son service Prime, on l'a vu... Enfin voilà, on le voit que tous ces gens se lancent dans la production de contenu. Ce que j'ai trouvé assez remarquable dans l'ensemble de l'annonce, c'est que je pense que ça doit être la première fois depuis quelques années qu'on a une annonce autour de l'Apple TV où on ne met pas en avant Netflix. Ils ont mis en avant plein d'autres services parce que l'Apple TV sans le plus, donc l'application, leur permet de gérer en fait ta connexion et tes films et tes émissions sur plein d'autres services. Mais pour la première fois, ils n'ont pas mis en avant Netflix parce que évidemment, ils voulaient garder le contenu exclusif, la création de contenu exclusif pour leur service. La question, pour moi, ça va être le prix. Mais si le prix est raisonnable, je trouve que c'est un complément intelligent à leur offre actuelle. C'est-à-dire, c'est clair que si tu le vends au prix d'un abonnement Netflix, il va y avoir un problème, puisqu'en fait, tu dois quand même par ailleurs acheter tes films, etc. Sur iTunes, ou tu dois avoir un abonnement Netflix, ou tu dois avoir quelque chose comme ça, je veux dire, pour ta grosse base de contenu. Mais si pour quelques dollars, ils te proposent un petit supplément, un petit abonnement complémentaire qui t'apporte un peu de contenu spécifique, bon, je pense que ça peut... Il faudra voir la qualité du contenu, mais je pense que ça peut être... Oh, le chat réveillé. Je pense que ça peut être pas mal en soi, comme idée. Maintenant, le truc, en fait, quand tu regardes l'ensemble de l'annonce, ils avaient racheté Beats en disant on rachète Beats, pas tellement pour les casques, mais pour leur maîtrise, justement, des services avec abonnement, etc. Ils avaient racheté ces Newsstand, l'application de titres de presse qui aussi propose un abonnement et qui devient en fait Apple News. Ils ont quand même fait quelques rachats dans le domaine. Il était temps qu'ils commencent à s'en servir. Oui, pour moi, c'est un petit peu ça. Oui. Ceci dit, ça va quand même un step plus loin, quoi. Enfin, on attend, tout le marché entre guillemets attendait un concurrent valable face à Netflix, sachant que Disney sort son application prochainement aussi, enfin que d'autres sont en lice pour sortir leur modèle et leurs applications. Ils font à peu près tous la même chose, soyons clairs, mais c'est le catalogue en fait qui diffère. C'est le contenu. Vers quoi est-ce qu'ils vont aller? Et là, c'est la guerre du pognon, quoi. En gros, c'est celui qui a le plus de thunes qui va pouvoir s'offrir peut-être les meilleurs acteurs, les meilleurs producteurs, ceux qui sont plus en vue. Que vont-ils produire? Ça, personne ne le sait. Et, comme tu le disais, Bruno, on n'en a pas vu grand-chose en fait. On a vu les noms, ça on les a bien vus, mais on n'a pas vu d'extrait d'une série ou d'un film ou que sais-je, me semble-t-il. J'ai un petit doute en fait, parce qu'ils n'ont pas dit. Est-ce qu'il y aura que du contenu original ou pas? Donc ça, c'est complètement ouvert. Et dans la façon dont ils le disent dans le texte, en anglais, sur le site d'Apple États-Unis, ils disent « featuring original shows and movies across every genre ». Mais original movies ou pas? Est-ce que... voilà, tu peux tourner la phrase comme tu veux. Est-ce que c'est original shows and movies ou c'est original shows
and movies. Donc, ça peut être des films, parce qu'ils insistent sur le fait que c'est un service de streaming, ce qui n'est pas forcément iTunes à la base, quoique on peut louer un film sur iTunes sans l'acheter et le regarder. Je pense qu'on a 24 heures ou 48 heures, je sais plus. Dans le genre là. Voilà, tout dans le genre. Donc on a le temps de le regarder. Mais un abonnement comme l'entend Netflix, de streaming, on peut regarder ce film 10 000 fois si on veut, tant qu'il est dans le catalogue Netflix, qui n'est pas toujours assuré. Donc ils vont enlever les contenus aussi. Donc voilà, Apple TV, service de streaming, pourquoi exactement? Oui, des contenus originaux, ça on l'avait compris. Donc, Spielberg, J.J. Abrams, tous les autres, voilà, ça sera un peu dans tous les genres. Et du talk show, Oprah. Oprah est apparu à la fin. C'est un peu comme un One More Thing. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore plus? Oprah, tiens, Oprah. C'est vraiment le phénomène aux États-Unis. Probablement ici, pour les managers de moins de 50 ans ou plus de 50 ans, je ne sais pas comment on dit, en Europe aussi, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas ce genre de choses, que de la VOD. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va intéresser effectivement, les Européens. Oui. Le programme, quoi, le peu qu'on en sait, est très américain. Pour le coup, c'est très... Voilà. Et donc, Oprah, effectivement, c'est une méga star aux États-Unis, mais chez nous, ceux qui suivent un peu l'actualité savent qui c'est, mais voilà, on n'a pas de fan, il n'y a pas une fanbase européenne de ce type d'acteurs, quoi. Et ils insistent beaucoup donc sur le fait que ce soit un service de streaming, contenus originaux, et exclusivement sur l'Apple TV app. On a dit tout à l'heure dans l'épisode hebdomadaire, mais effectivement, c'est la première fois qu'ils mettent en avant leur application. Sera sur d'autres devices. Et ça, c'est vraiment tournant dans l'histoire d'Apple. Et ça prouve quand même qu'il y a une crainte d'Apple au niveau des rentrées d'argent qu'ils ont de par leur hardware, leur écosystème existant. Et ils doivent donc se diversifier. Et finalement, qu'est-ce qui, moi, en tant que consommateur de séries, de films, de contenus originaux, Apple peut-être, qu'est-ce qui va m'obliger à acheter une Apple TV? J'en ai une, je l'utilise pas, à vrai dire, parce que j'utilise principalement Netflix et autres. Est-ce que je vais avoir envie de m'abonner à Apple TV? Toute la question reste là, le prix, mais les contenus, comme a dit Benoît. Ça, c'est très important. Donc là, ils n'en ont pas dit assez ou trop pour que, à mes yeux, ça ait fait une keynote intéressante, je trouve. Donc, c'était plus l'effet annonce pour dire, voilà, on est là, on va sortir quelque chose. On ne vous dit pas exactement ce que ça sera, on ne vous dit pas ce que ça coûtera. Donc, donnez-nous votre retour, mais... C'est malin parce que s'ils avaient tout dit, on ne serait pas ici en train d'en discuter et de tirer peut-être quelques plans sur la comète. Il faut bien le reconnaître parce qu'on pourrait très bien imaginer que, parce que c'est pas le seul service qui a été présenté, alors qu'ils auraient pu faire une keynote uniquement avec ce sujet-là. Hein. Il y avait de quoi faire avec les acteurs qu'ils avaient. Mais par contre, je vois Benoît qui fait une moue négative, mais on va voir après. Mais il pourrait très bien proposer des packages te proposant différents services pour un prix unique, par exemple. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Tu ne semblais pas d'accord avec moi, Benoît. Mais en fait, moi, c'est vrai que maintenant que Bruno le dit, je réalise que la compréhension que j'ai eue de la présentation n'est peut-être pas la seule compréhension possible. Ils ont été un petit peu... on va dire pas encore complet. Moi, je l'ai compris comme étant vraiment... Parce que quand tu regardes l'annonce, ils ont d'abord annoncé leurs channels, dans lequel, en fait, ils repackagent du contenu venant d'un certain nombre de fournisseurs avec lesquels ils ont déjà des accords. On va avoir HBO, on va avoir un certain nombre de fournisseurs comme ça. Et donc, quelque part, l'idée, c'est mon application Apple TV, c'est mon moyen de rentrer dans mon contenu. Ça devient la gestion de mes différents abonnements, avec sans doute l'idée pour Apple de prendre au passage 30% sur les abonnements comme ils font, qui est leur modèle quelque part. Et dans ce contexte-là, j'avais compris Apple TV+ comme étant un des channels
qui sert un petit peu de raison par laquelle tu vas installer l'app, Oui. parce que tu sais que tu veux voir le show ou le film, la série Spielberg ou peu importe, ou Jennifer Aniston ou quelque chose comme ça. Et puis, comme tu es dessus, bah, tu vas te dire, tiens, ça marche bien, c'est sympa, l'ergonomie est chouette. Oh, ben tiens, il y a d'autres channels. Oh, ben je peux mettre HBO ici, je peux mettre mon abonnement HBO. Je suppose quand même mettre mon abonnement Netflix, parce que j'ai quand même peine à imaginer que mon abonnement Netflix soit pas géré dedans. Et justement, leur idée, c'est un petit peu d'être... Enfin, ma compréhension de la keynote, c'est d'arriver avec une espèce de fédérateur de contenu, mon interface qui va quelque part remplacer ce qui était avant la TV, parce que c'était ça la TV Bien avant. sûr, Hein. oui. Tu te branchais et puis tu avais 10 chaînes, et les 10 chaînes te permettaient de naviguer dans les 10 contenus. Je parle il y a longtemps. Hein. Les 10 chaînes te permettaient de naviguer dans les 10 contenus qui t'étaient proposés, et ce que faisaient les chaînes, c'était produire un peu de contenu original pour t'inciter à venir sur leur chaîne, et repackager du contenu obtenu ailleurs, soit en reprenant un reportage de la BBC en le traduisant, soit en prenant un film qui était sorti au cinéma, et soit en prenant une série sortie sur une chaîne américaine, sur une chaîne française ou autre, et en te la proposant. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu sur ce modèle-là. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais compris la Moi, keynote. j'avais l'impression, alors c'était une impression, et j'avoue franchement que, étant bien fatigué par les premières annonces, j'ai un peu décroché à un moment donné, j'avais l'impression que Apple TV, l'application Apple TV, était plus dans l'esprit de Molotov. Quelque chose qui te permet de regarder des programmes de télévision, en gros. Voilà. Et que le plus, ben, c'est l'aspect VOD, avec un catalogue exclusif. Et à ce moment-là, l'offre s'étoffe évidemment d'autant. Donc tu as l'aspect, la vieille télé, comme tu disais, hein, avec tes programmes, et la vidéothèque avec. Je schématise très fort avec des mots de vieux, mais moi c'est comme ça que je le vois et que je l'avais interprété, quoi. Ah, donc tu as l'impression que dans l'Apple TV+, tu auras le contenu Apple et du back catalogue acheté chez quelqu'un d'autre. Oui, j'ai l'impression. On ne sait pas ça, Oui. on ne sait pas. Mais Et on ne sait pas, en fait, l'Apple TV Plus n'est que du contenu supplémentaire dans cette application qui appartient à Apple. Le problème qu'il y a et que va avoir Apple avec d'autres concurrents, c'est que là, comment dire, l'application maître d'une Apple TV boîtier va être l'Apple TV App. Et là, ils vont proposer le contenu automatiquement de Netflix, de Hulu, d'Amazon Prime, vidéo des chaînes classiques, donc à abonnement comme HBO, etc. aux États-Unis. Et ils vont mettre en évidence leur propre contenu qui leur appartient dans leur propre app. Et il y aura des doublons. Un film qui va être existant sur iTunes existe déjà maintenant, éventuellement sur Amazon Prime, sur Netflix, ou va être diffusé sur HBO. Donc, on peut avoir le contenu différent. Mais quelle mise en évidence? Est-ce que Apple va mettre en évidence plus l'Apple TV Plus que le contenu des autres? C'est ça. C'est qu'est-ce qui va me donner envie de m'abonner en plus à l'Apple TV parce Plus. que une fois de plus, le temps d'écran de tout le monde n'est pas extensible. Et donc, à un moment donné, les gens il va y avoir des choix dans le chef du client, hein, qui va se faire. Si sa consommation d'écran est de 2 heures par jour, bah, c'est pas extensible. Et il prendra ce qu'il y a peut-être de moins cher ou de plus exclusif, parce qu'il y a un véritable attrait, il y a un truc qu'on ne verra que là et nulle part ailleurs. Ça, Netflix l'a très bien réalisé avec certaines séries qu'ils ont achetées et qui ne sont disponibles que chez eux, certains films également. Voilà, Moi, j'ai une autre crainte, c'est que les gens vraiment vont cumuler les abonnements à tous ces services-là. Ça, c'est un autre problème. À tous les services Apple et à tous les autres services de vidéo en demande. Et ça reviendra beaucoup plus cher qu'avant de payer un câble opérateur pour avoir des chaînes pas très bonne qualité, etc. Mais voilà, comme tu dis, le temps d'écran est restant le même. Je ne pense pas qu'on regarde la télé ou l'écran de nos jours, à part l'écran.
de smartphone qu'avant. Mais la télé, la consommation de séries, de shows et de podcasts films, aussi. je crois. Parce que, mais non, mais ça en fait partie. Quand on voit les jeunes qui consomment énormément de vidéos sur YouTube, en plus de séries qui font du binge-watching sur Netflix, etc., ça fait quand même des heures et des heures de consommation. Alors, faire rentrer un acteur de plus, ce sera forcément au détriment d'un autre, ça, soyons clairs. Ce sera forcément, à mon avis, si c'est pas déjà le cas, je pense que c'est déjà le cas dans certaines générations, dans certains publics de la télévision linéaire de papa, qui va, parce qu'à un moment donné, on comprend plus pourquoi il faut attendre 20 heures pour regarder sa série. Il y a cet aspect pratique aussi qui rentre en ligne de compte. Le fait de pouvoir la consommer n'importe où. Je pars en vacances, je rate pas mon épisode de Game of Thrones. Ça n'existait pas avant non plus. Enfin voilà, il y a plein d'arguments qui pèsent dans la balance à la faveur de dire voilà, ça coûte un peu plus que ce que vous payiez avant, mais le service c'est pas le même non plus, quoi. C'est pas le même type de contenu, c'est pas le même c'est pas les mêmes facilités et que sais-je. Non. Il y a une annonce de Yahoo qui Yahoo. Oh là là. YouTube, quand on parle de vieux, YouTube qui produisait donc maintenant aussi des contenus originaux, premium, qui ont décidé d'arrêter certains ou la plupart des contenus, ou tous, parce que ça marche pas. Ils avaient prévu des budgets pour ça, plusieurs centaines de millions, je pense, de dollars, et ils arrêtent tout. Parce que manifestement, ils vont se refocaliser sur la musique, sur la consommation, parce que voilà, là il y a du potentiel, mais apparemment les fictions, etc., c'est pas ce qui fonctionne le mieux chez eux, en tout cas d'après c'est pas le premier truc qui tue, on en a parlé dans l'épisode précédent, dans l'épisode 207, donc ils sont tout à fait capables de faire machine arrière quand ils sentent pas que le marché n'est pas mûr ou qu'ils sont pas au bon endroit au bon moment, ça ne va pas les gêner outre mesure, ce qui est plutôt sain comme manière de gérer ses affaires, j'ai envie de dire. Mais voilà. Benoît. Mais maintenant, quand tu regardes justement par rapport à ça, il y a pas mal de gens qui se posent des questions, il y a pas mal d'analyses qui commencent à se poser des questions sur financièrement la stratégie de Netflix. Parce que ce qu'ils font, c'est financer, je pense, 15 milliards de contenus sur l'année 2019. Et ils le font avec un modèle qui est un modèle qu'utilisent les majors. Donc, c'est le modèle que va utiliser Disney et les autres, qui est basé sur l'idée de... On fait d'abord, on a 10 films, il y en a un qui marche et les 9 autres qui perdent de l'argent. Sur celui qui marche, on va... à travers, je précise, des grands blockbusters, ça marche toujours, mais à côté de ça, ils ont des petits studios qui essaient de sortir d'essayer de trouver du talent, etc. Et là, on sait qu'on a quand même pas mal de films qui sortent et qui font des petites vies cinéma, quoi, qui restent 2 semaines au cinéma puis qui disparaissent. Et donc, l'idée, c'est t'as la sortie cinéma qui te rapporte effectivement de l'argent et qu'on espère va récupérer plus ou moins les frais de départ. Et puis après, tu as toutes les reventes après. Tu as la sortie en Blu-ray, tu as la sortie en location ou en achat sur des services à la demande. Puis tu as le streaming, tu as la vente des droits aux chaînes de cinéma, aux chaînes de télévision, etc. Et donc, tu as un modèle où en fait le film va rapporter pendant très longtemps. Et ça leur permet de préfinancer et de financer la vie du film sur une durée qui est en fait très longue. Donc, ils font des prêts très longs, les studios, pour financer ça. Et Netflix est en plein dans ce modèle-là. Donc, ils empruntent sur exactement le même modèle en disant, comme un studio, vous prêtez à un studio un film, vous lui prêtez sur 10 ans, prêtez-nous également sur 10 ans. Alors qu'on n'est pas du tout certain que l'impact du film dans 10 ans, en termes de nombre d'abonnés, va être le même, quoi. Quelque part, il y a un certain nombre d'analystes qui commencent à se demander est-ce que Netflix n'est pas dans une espèce de fuite en avant, ou parce que le nombre d'abonnés il va quand même de toute façon rester limité, à un moment ils vont plus pouvoir rentrer dans leurs frais et plus être capables de supporter la dette qu'ils sont en train d'accumuler. Et ce d'autant plus qu'apparemment les chiffres, les audiences, et ça je pense à un autre commentaire qu'a fait récemment un des patrons de la BBC en disant je comprends pas pourquoi nos bons producteurs partent produire sur Netflix, parce qu'en fait quand on regarde les audiences qu'ils font,
y a certains chiffres d'audience qui étaient sortis pour certaines séries, The Crown notamment, qui est une série sur la reine d'Angleterre, qui avait un beau panel d'acteurs anglais réputés. Ben, les chiffres étaient plus bas que ce que la BBC a quand elle sort une série équivalente en prime. Oui, mais à contrario, tu prends une série comme Casa de Papel, qui est une petite boîte de production espagnole, si je dis pas de bêtises. Ça avait déjà été diffusé sur des chaînes de manière totalement interdite. Et là, ils l'ont mis dans la lumière et ça a fait un véritable succès. Donc, il y a peut-être un équilibre à trouver et des prises de risques. Voilà. Ça doit être programmer Netflix, ça doit pas être simple. Non, mais le truc, c'est qu'ils sont en train d'accumuler énormément de dettes. Ouais. Et la question est, pour rembourser leurs dettes, ils la remboursent uniquement avec les abonnements. Mais les abonnements sont plus massivement en croissance. Donc Bruno, pas d'accord. Non, ils sont vraiment maintenant en train de vendre leur contenu aussi au cinéma, au sein du cinéma, et à d'autres chaînes. Donc il y a pas mal de films récemment produits à la base pour Netflix qui se retrouvent ailleurs. Donc ils sont en train de devoir quand même aller dans cette direction-là. Tu as peut-être raison, il faut qu'ils financent ça. Mais ils deviennent un vrai acteur important de production audiovisuelle, un studio, comme un studio, voilà. C'est peut-être la raison pour laquelle, Apple n'a pas racheté Netflix. C'est la dette, c'est le passif, c'est les méthodes peut-être, que sais-je. Parce qu'il était question, à un moment donné, on s'en souvient, on parlait, c'était quasiment évident qu'avec les moyens d'Apple, ils en faisaient qu'une bouchée, à un moment donné, de Netflix. Voilà. Mais le nombre de choses qu'on a annoncé qu'Apple devrait racheter avec l'argent qu'il a, et puis en final Apple ne rachète pas. S'il pouvait racheter ma voiture. Je prends pas mal, mais on a un petit podcast à vendre. Oui, on dira pas du bien pour autant. Soyons clairs. Donc on n'est pas à vendre, je tiens à le signaler. Au-delà de ça, on a beaucoup parlé, parce qu'ils en ont beaucoup parlé aussi de TV+, mais il y a eu d'autres... de TV+, d'Apple TV+, c'est ça. Il y a eu d'autres annonces également. Je pense à Apple News+, le plus revient à la mode, qui est un peu le Spotify de la presse. Hein. En gros, si je dis pas de bêtises, on met tout ce qui existe comme magazine dans un pot, et vous payez un abonnement et vous consommez ce que vous voulez dans ces magazines. C'est ça l'idée. Oui, mais c'est une app qu'ils ont rachetée il y a... Il me semble que ça existait déjà, dans le courant de l'année passée. Hein. C'est une app qu'ils ont rachetée dans le courant de l'année passée, qui fournissait un peu le même service. Ouais. Le produit, visiblement, parce que la nature des contrats fait que ça s'adresse plutôt à un public anglophone, avec lequel, enfin, les contrats qu'ils ont s'adressent plutôt à un public anglophone. Visiblement, le produit, ils pensent le sortir États-Unis, Canada, Grande-Bretagne et le reste du monde, on verra par la suite. Ouais. Et je pense que chez nous, on a Relais qui offre enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais qui offre aussi comme ça une app dans laquelle tu peux accéder à un ensemble de magazines. Kindle, Amazon propose également, alors c'est pas un prix global, mais tu peux t'abonner à des magazines que tu reçois sur ton Kindle et tu peux lire comme ça. L'idée qui est peut-être intéressante, c'est de dire, voilà, je paye un prix fixe et puis j'ai accès à autant de magazines plus de magazines que ce que j'arriverai jamais à lire dans ma vie, quoi. Oui, c'est ça. Et de journaux. À un moment donné, c'est la masse complète. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas consommer? Maintenant, si tu es fan de bricolage, par exemple, tu as accès à tous les magazines de bricolage, ou en tout cas, un très grand nombre, ou de photographie, par exemple, hein, ou voilà, ça peut assouvir des passions, ce genre de trucs, et il faut voir à quel prix ils vont nous le vendre, leur vendre, puisque on est moins qu'on 9,99, c'est quand même à coût de 9,99. À un moment donné, ça va faire des 100. Oui, quoi. Si tu regardes, c'est le prix d'un abonnement à un seul magazine. C'est vrai. Ouais. Par mois, tu es sur un magazine papier, quoi. Ouais. Un magazine photo papier, je n'ai pas regardé des prix d'abonnement récents, mais je pense que tu ne dois pas être très éloigné de ça. Donc, tu as tous les magazines pour le prix d'un seul.
C'est comme en musique, hein. Bon, je parlais de Spotify, mais ça pourrait être iTunes aussi. Voilà, vu le prix qu'on paye et vu ce qu'on peut y consommer, on est largement gagnant quelque part. Mais est-ce qu'on consomme tout ça? C'est ça la question. Voilà. Chacun jugera si ça peut relancer la lecture. C'est bien aussi. Quelque part, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce? Je m'étais pris un abonnement au Kindle, tu sais, il y a un abonnement oui. dans Love Kindle dans lequel tu peux emprunter aussi un grand nombre de livres comme ça. Et j'ai fait ça pendant quelques mois et puis j'ai abandonné parce qu'en final, c'était un peu frustrant. C'était toujours le livre que j'avais envie de lire n'était pas dans l'abonnement. Voilà. Et il y avait d'autres trucs. Et en final, c'est pas simple, je pense, de mettre en place une offre qui soit vraiment compétitive. Parce que c'est vrai qu'au début, tu dis, bah oui, une dizaine si on imagine, ça fait à peu près l'équivalent d'une dizaine d'euros par mois. Oh, bah pour tout ça, ça vaut la peine. Mais c'est pas simple de mettre en place une offre où tu vas vraiment dire, tiens, oui, j'ai de la valeur, je vais y rester. Oui. J'ai envie de ça, je vais le trouver. Parce que comme tu dis, j'ai tous les magazines de bricolage, sauf que si c'est peut-être pas le magazine dont moi j'ai envie maintenant, je vais me dire zut, je m'abonne quand même à côté. Alors du coup, je me dis pourquoi je prends mon abonnement à Apple News, quoi. Oui. Donc je pense que c'est pas un service. Il y a un côté il peut y avoir un côté frustrant en fait dans ce type d'abonnement où effectivement, soit on va prendre un truc supplémentaire parce qu'on n'a pas le complément d'infos qu'on espérait avoir, soit on va consommer par dépit un truc qu'on a payé parce qu'on l'a payé et on est frustré parce que voilà, on n'a pas la bonne l'information qu'on voulait. On perd un peu de sa liberté quelque part quand on s'abonne à ce type de service. Hein. C'est bon pour la news, c'est bon pour la musique, c'est bon pour la vidéo. Hein. Je pense que là, c'est le concept même de l'abonnement global à ce type de service, non, Bruno? C'est un abonnement mensuel résiliable à tout moment. Donc voilà, on s'engage pour un mois, on a accès à pas mal de magazines, on n'a rien à perdre, on a que à s'instruire en plus. Donc c'est une bonne initiative. Après, il parle de centaines de magazines. Après, il n'y aura pas tous les magazines, mais après, les magazines auront intérêt à y figurer pour au moins avoir cette visibilité là et survivre. Parce que le problème des journaux et des magazines de nos jours, c'est les abonnés. Est-ce qu'ils vont avoir assez de ces abonnements-là? Ça c'est l'autre question. Une fois de plus, si le modèle économique est aussi bizarroïde que celui de la musique, ils vont pas en vivre beaucoup. Parce que les journalistes ne vont pas faire de concerts pour gagner de l'argent, tu vois. Mais c'est un peu ça le problème aussi, c'est que les musiciens, eux, ils ont encore la possibilité de se produire sur scène quand ils vendent pas de disques et de gagner un peu leur vie. Mais là, ça va juste pas être possible s'ils sont pas rémunérés au juste prix, quoi, qui permettent de continuer à faire de la presse de qualité. C'est un autre problème, quoi. Et l'autre chose qu'Apple a précisé dans tous ses services plus, c'est qu'il n'y aura pas de contenu supplémentaire payant. Donc, aucun moyen à ces magazines-là de valoriser un contenu autre supplémentaire qui permet d'avoir des revenus supplémentaires. Donc, voilà, ils sont très, très limités et dépendants de cet écosystème-là, qui d'ailleurs sera disponible sur iOS et macOS. Donc, voilà, ils élargissent un petit peu aussi là le spectre de où on peut consommer ce contenu-là pour qu'on soit pas contraint d'avoir effectivement le dernier iPad ou un iPhone, mais si on a un Mac, ça va. Ouais. Donc, voilà. Juste pour conclure, parce que c'est un service qu'on aura... peut-être tu voulais rajouter un truc, Benoît. Oui, c'est juste en rebondissant sur ce que tu viens de dire, Bruno, parce que j'avais lu une interview, je pense que c'est le directeur de rédaction du Wall Street Journal. C'est un journal américain qui participe à l'expérience, et il a l'analyse juste inverse de toi, Bruno. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est, de toute façon, nos articles vont être tellement perdus dans ce machin, que de temps en temps, on va avoir des articles qui vont ressortir, ça va servir un peu de teaser. Les gens vont se dire, tiens, mais il y a des chouettes articles sur ce journal, je devrais m'abonner à ce journal. Enfin, c'est son pari à lui. Et c'est pour ça qu'il dit, nous, on est allé dedans parce qu'on se dit... Une vitrine, quoi. On va... Le Wall Street Journal, c'est le premier journal qui a été avec un paywall, donc tu sais rien lire, quasiment rien sur Internet. C'est un journal un peu élitiste. Les gens nous connaissent, connaissent notre marque, mais sans vraiment nous connaître. Et là, on va leur donner l'occasion... avec un produit d'appel quelque part, de nous découvrir et de se rendre compte que ça vaut la peine de se prendre un abonnement. Être dans la vitrine, quoi. Et entre vous deux, il y en a vous deux qui aura raison, mais on ne sait pas encore lequel. On sait pas lequel. Là, on parle pas
justement, c'est pas Apple News Plus, mais là, c'est Apple News qui va juste, parce que ça, c'est pas un magazine, c'est un journal. Oui. Et donc, le magazine sera en entier dans Apple News Plus, mais dans Apple News, la news, est-ce qu'elle sera en entière ou pas? Oui, là, c'est pas la même chose. C'est pas Apple News Plus contre un abonnement. C'est vrai que la consommation, hors oui, pour aller dans le sens de Bruno, la consommation de ce que l'on trouve dans le magazine n'est pas la même que celle qu'on trouve au quotidien, dans son quotidien justement. Hein. C'est pas le même type d'information déjà. Voilà, il y a peut-être là quelques différences. Pour pas faire trop long, soyons clairs, hein, le Wall Street Journal, c'est le service payant. D'accord, oui, on est d'accord. 9,99. Oui, c'est ça. Oui. Donc ils utilisent le service payant comme un produit d'appel. C'est ça. Pour leur abonnement. Pour leur abonnement, c'est ça. Ok. D'après leur. Ok. Après, ils ont peut-être tort. Hein, on verra. Ils ont peut-être tort. Hein, ça, j'ai pas dit qu'ils avaient raison. Je dis c'est comme ça qu'ils le voient. Mais un truc qui est quand même assez frappant, je trouve, qui est très différent, je pense, de la en matière de news par rapport à et de lecture par rapport à la musique et sans une certaine mesure aussi par rapport à la vidéo. La musique, souvent, ce que tu veux, c'est un bruit de fond. T'as quelques albums que t'aimes bien, que t'as envie d'entendre, mais très souvent, ce que tu veux, c'est juste un bruit de fond. Attention, ça dépend qui. Je pense que beaucoup de gens, je suis certain, parce que sinon, la radio, c'est ça en final, et la radio marche très bien, parce que ça te fait un bruit de fond, sans avoir à te poser trop de questions. Alors là, on va rentrer dans un autre débat, la radio musicale, la radio généraliste, la radio d'information, etc., etc. C'est pas le même type de consommation, l'une ou l'autre. D'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vas avoir un truc où tu vas te dire, tiens, je vais payer 9,99, j'ai peut-être pas l'album dont j'ai follement envie, mais j'ai mon bruit de fond. Je pense que pour de la lecture, c'est un peu différent. Si je cherche une info, je veux l'info dont... Tu vois, moi, je suis pas cinéphile. Netflix, ça me plaît très bien. Je sais, quand il est sorti, plein d'amis cinéphiles me disaient « Ouais, mais le catalogue de films, il est pas terrible. Ouais, mais il n'y a pas telle série extraordinaire que j'aime bien. Oh, il n'y a pas HBO, etc. » Pour moi, qui suis pas spécialement cinéphile, quand je me regarde un truc, c'est parce que j'ai un petit peu envie de me vider l'esprit de soi. Ça me convient. Je pense que les gens qui lisent, qui font l'effort de lire, c'est parce que c'est un autre effort. C'est parce qu'ils ont envie d'avoir un contenu qui mérite l'effort. Oui, sans doute qu'il y a ce type de... Enfin, c'est pour ça que ce sont des éléments différents et qui ne sont pas tous dans le même tonneau. Je veux dire, on n'a pas mis des films avec la musique, avec les news. C'est pas la même chose, c'est pas le même... Voilà, c'est pas les mêmes raisons, le même type de consommation ou quoi que ce soit. Ceci dit, je suis d'accord avec toi. J'ai le même type de comportement par rapport aux séries, etc. Pour l'instant, je me contente très très bien d'Amazon Prime, par exemple, parce que je regarde pas beaucoup la télévision, soyons clairs, et que le peu qu'il y a d'intéressant, j'arrive de temps en temps, si j'oublie pas, de regarder un épisode ou l'autre, parce que de temps en temps, ça me passe au-dessus de la tête, et voilà, pour se divertir un tout petit peu. Mais je sais que j'ai des amis et des collègues qui dès qu'une nouvelle série sort, une nouvelle saison de Game of Thrones va sortir, eh ben, ils prennent congé, quoi. Pour leur... Oui, mais j'exagère, mais à peine. Donc, donc les niveaux de consommation, la manière dont on consomme, pareil pour la musique. Je pense qu'il y a des gens qui prennent ce type d'abonnement parce que le morceau qui sort nouveau, ils ont envie de l'écouter encore plus que ce qu'ils n'entendraient à la radio. Tu vois, ils vont s'écouter le même morceau en boucle à l'user, et puis passeront au suivant, ou le même album en boucle, voilà, pour X raisons, parce que voilà. Et puis t'as des gens qui aiment vraiment la musique et qui aiment réécouter ou écouter en permanence. Ils sont fans de tel groupe et ils vont tout écouter et se faire comme ça, voilà, se faire plaisir. C'est le but, hein. C'est essentiellement ça. Je voudrais pas vous presser, mais je sais que Benoît veut aller faire dodo. Et Bruno a le chat à nourrir, et moi j'ai tout ça à monter. Juste pour conclure, parce qu'on ne l'aura pas chez nous, en tout cas pas tout de suite, Apple devient aussi quelque part une banque avec Apple Card. Il n'y a pas encore de plus, hein, non. C'est quoi? C'est une carte de banque, c'est une carte de crédit, voilà. C'est une carte de crédit un peu plus intelligente qu'une carte de crédit comme l'on connaît, parce qu'elle permettra effectivement de savoir vraiment comment on a dépensé son argent sur sa carte. C'est pas nouveau, il y a des opérateurs de cartes qui le font, comme Curve par exemple, qui est un système assez intéressant aussi. Mais là, il va par exemple, ce qu'on a souvent, ce qu'on retrouve dans nos relevé de carte bancaire, c'est un code indéchiffrable, on ne sait même
pas où on a dépensé cet argent-là souvent. Ici, l'application va géolocaliser les magasins où on a dépensé tel argent, va catégoriser cela, donc va un petit peu gérer nos dépenses. Et en même temps, c'est Apple l'opérateur de la carte, donc ils vont profiter, donc comme on l'a déjà dit, des intérêts qu'ils ont issus de cette consommation de crédit qu'on pourra complètement contrôler au niveau de l'application. Et c'est une carte physique qui sera en titanium ou je sais pas quoi. Ouais. Et qui n'aura pas de puce ou de... Qui n'aura pas de numéro, ni de puce, ni de nom, ni de signature, ni de bande magnétique. Donc tout sera... il c'est du RFID juste alors je pense. Oui, je pense. Donc et dans l'application on a tout le reste. Donc dans le wallet on a tout le reste. Donc voilà, c'est beaucoup plus sûr qu'une carte classique. Voilà. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on ne verra probablement jamais dans nos contrées, en tout cas pas en dehors de l'Angleterre. Je sais pas, à voir. Si c'est économiquement intéressant pour Apple, ils vont s'empresser de nous le vendre. Le secteur bancaire, les paiements, etc. C'est quand même encore un autre métier, quoi. Hein. On disait que qu'Apple évoluait vers une société de services, en plus du hardware, hein, mais faisait un métier nouveau. Là, la banque, si c'est pas nouveau, c'est... Ils ne font pas la banque, hein, ils sont opérateurs de paiement. C'est ça. Donc en fait, comment dire, l'infrastructure, etc. Il s'appuie sur l'infrastructure soit de Mastercard, soit de Visa. Ça, ouais. Et puis, il rajoute la partie... mais je pense que ça ne doit pas être très différent techniquement de ce qu'ils font aujourd'hui pour traiter les paiements. Bon, ils sont de l'autre côté de la barrière, mais technologiquement, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La difficulté, par contre, c'est qu'effectivement, pour émettre ça, il faut une licence bancaire. Oui. Donc, ils sont associés avec Goldman Sachs, je pense, Goldman Sachs pour les États-Unis. S'ils trouvent un partenaire en Europe, ils couvriront toute l'Europe en un instant, hein, parce que le principe de la portabilité des banques, des services bancaires, si tu as une banque dans n'importe quel pays de l'Union, tu es opérateur bancaire dans tous les pays de l'Union. Ouais. Donc ça peut arriver vite. Je dis pas que c'est garanti, mais ça peut arriver très vite. Ouais. Bon, si ça marche. Si ça marche. Et, affaire à suivre. Moi, j'ai un petit doute. Moi, c'est vrai, mais voilà. Moi, j'attendais pas un peu là-dessus. Dans la famille, j'ai quelques banquiers, quelques personnes qui travaillent dans les banques, donc pas gros banquiers. Oui, c'est ça. Avec le gros cigare. Quelques personnes travaillent dans les banques. Et alors, on parlait une fois récemment de services comme ça. Je les ai choqués en leur disant, mais moi, en fait, j'ai plus confiance dans Apple que dans vous. Ah. Ça les a choqués parce que l'espèce de perception qu'ils ont, c'est le banquier, c'est la personne de confiance pour l'argent. Et je le disais que je voudrais bien Apple Pay, c'était avant qu'Apple Pay n'arrive chez nous. Je voudrais bien avoir Apple Pay, je ferais n'importe quoi pour pouvoir passer sur Apple Pay, quoi. Ouais. Et ils m'ont dit, oui, mais on a cette application bancaire qui fait machin avec système sécurisé. Ben là, pour les achever, tu leur as dit confiance dans Apple que dans vous. Et pour les achever, tu leur as dit, et en plus, vous gérez pas les bitcoins. Non, mais c'est-à-dire, c'est très simple. Après, on peut avoir des avis différents, mais tu es face à une complexité sans cesse grandissante. Je pense qu'un grand groupe comme Apple, qui a fait du respect de la vie privée de ses clients un de leurs moteurs de travail, je pense qu'ils arriveront qu'ils vont mieux être capables de se protéger contre une attaque qu'une banque belge. Parce que voilà, ils ont juste plus de moyens. Oui, c'est surtout une question de moyens, pas tellement une question d'expertise, quoique aussi, peut-être. Oui, c'est vrai. Affaire à suivre. On verra bien comment ça va se positionner. Tout ça, c'est c'est quoi? C'est l'automne, hein, c'est ça. Oui, tout ça, c'est l'automne. Tout ça, c'est l'automne. Avec les jeux qui vont arriver assez vite, si j'ai bien compris. Oui, mais là, apparemment, il y avait déjà des choses qui existaient par ailleurs. Hein, donc, Arcade, c'est quoi? Apple Arcade
Il n'y a pas de plus non plus. Voilà, ça c'était l'autre annonce encore, mais on va, si vous le permettez, s'arrêter là avec ce bonus. Vous voyez, hein, on ne voulait pas le mettre dans l'épisode pour pas embêter ceux qui ne s'intéressent pas au sujet. Si vous avez écouté, forcément c'est que ça vous intéresse, ou alors que vous êtes maso, ce qui est tout à fait possible également. On le verra fort vite à mon avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas hein, d'ailleurs à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces vers le haut sur YouTube, à mettre des petites étoiles ou les notations ou des commentaires, c'est toujours bienvenu également sur les plateformes de podcast habituelles, là où vous avez l'habitude de nous consommer, hein, on va dire ça comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis, merci encore une fois et mille fois à Bruno et Benoît. Il fallait que ça m'arrive, voilà, c'est arrivé. C'est les to be tech, comme j'ai l'habitude de dire, parce que ils sont souvent ensemble, c'est bizarre, c'est comme ça. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.